Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Didier Gauzoin. Bonjour. Bonjour. Ministre de l'Emploi et de la Formation, défi au gouvernement régional bruxellois. Je voudrais d'abord que vous nous disiez un peu ce qu'il en est sur ce rond-point Louise. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un chaos énorme. Un ministre décide, ministre de la Mobilité en l'occurrence, de mettre des îlots pour qu'il n'y ait plus qu'une seule voiture qui passe à la fois sur le rond-point. Et puis maintenant, on défait ce rond-point sur pression des commerçants et de la ville de Bruxelles. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que ce rond-point va rester comme il est ou est-ce qu'il va encore changer? Donc, le gouvernement a décidé de revenir à la situation initiale. Le test a été effectué depuis la fermeture du tunnel Stéphanie jusqu'à sa réouverture et on doit constater qu'il y a des problèmes d'embarras. Donc il ne faut pas être aveugle. On a donc décidé d'arrêter le test et de voir maintenant si les situations d'embouteillage perdurent. Si ça perdure, il faudra trouver encore une troisième solution. Donc c'est un deuxième test, en fait, finalement. On revient à la situation initiale pour voir qu'est-ce qui se passe, manifestement, à certaines heures, et notamment le samedi, et même le dimanche, aux sorties des magasins, donc pour vérifier comment on peut réguler le trafic. Et donc, nous avons décidé d'enlever le tout, et logiquement, c'est fait depuis cette nuit, ou demain, en tout cas. Ouais. Alors, selon vous, le test qui était fait n'était pas positif, alors? Vous avez constaté vous-même qu'il y avait ces embouteillages. Ce type de... Oui, j'ai constaté moi-même. Et donc, c'est ce qui fait que nous avons décidé, Rudy Vervoort, Guy Van Engel, moi-même et Pascal Smet, de revenir, d'arrêter ce test. Et cette configuration était placée lorsque le tunnel Stéphanie était fermé. On l'a maintenu au moment de la réouverture et force est de constater que ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut revenir à la situation initiale. C'est ce que nous avons décidé. Et il faut savoir aussi que ce test avait été négocié avec l'ensemble des autorités, en ce compris l'autorité de la ville. Oui, mais personne ne s'attendait à ce que ça se passe mal. Mais évidemment, évidemment. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que, bon, évidemment, le ministre n'est pas là, il est souffrant, le ministre de la Mobilité, mais son cabinet communique en disant que le test était positif. Alors pourquoi disent-ils qu'il est positif alors que manifestement il n'était pas? Le test n'était pas positif. Je me suis rendu 2 week-ends de suite aux heures de pointe et il y avait des temps d'attente inacceptables pour sortir du parking. Si on veut décourager les gens de venir faire leurs courses en ville, c'était la meilleure manière, c'était de maintenir le test. Et donc il faut arrêter aussi de croire que quand on espère quelque chose, cela va se concrétiser. Donc il faut savoir reconnaître à un moment donné ses erreurs et ça n'est pas un drame de se tromper. Le tout, c'est de prendre les bonnes décisions. Nous l'avons fait. Nous revenons à la situation initiale. Il ne faut pas être têtu. Il ne faut pas être têtu, jamais en matière de mobilité, parce qu'il n'y a rien de plus imprévisible d'ailleurs que les flux de circulation. Alors en matière de commerce, on a dit que les commerçants s'étaient plaints, évidemment, à juste titre. Ici aussi, des commerçants, des entreprises se plaignent de l'effet lockdown à rebours. On constate qu'il y a eu beaucoup de faillites, une hausse de 40% sur les 3 premiers mois de la rentrée. Qu'est-ce qui explique cet effet aussi avec retard? Mais parce que forcément, pour pouvoir prononcer une faillite, généralement, il y a l'intervention du tribunal, donc ça prend du temps. Et puis, ce n'est pas du jour au lendemain qu'une entreprise qui connaît des difficultés ferme. On s'accroche, on essaye de mettre en place d'autres stratégies commerciales. Et quelquefois, il faut conclure, je dirais, à devoir arrêter l'activité. Alors, c'est vrai qu'après le lockdown, les attentats, nous avons connu une augmentation des faillites, dans l'Horeca essentiellement. Mais voilà, ça n'est quand même pas ça n'est pas la faute de la région. Au contraire, nous avons injecté des dizaines de millions dans l'économie bruxelloise et nous pouvons dire que grâce à cela, on a pu sauver un certain nombre d'entreprises, mais celles qui étaient les plus fragiles déjà avant le lockdown et qui ont été complètement bousculées par ces événements, hélas, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il faut donc aujourd'hui recréer de l'attractivité. Et je reviens au premier sujet, c'est la raison pour laquelle on doit tout faire pour booster le commerce au centre-ville. La mobilité est une clé, d'après vous, pour justement rebooster le commerce? La mobilité est en tout cas un bon argument. Si on ne sait pas se rendre dans un centre commercial, on ne va pas dans ce centre commercial. Et donc, c'était vrai pour le Sablon, c'est vrai pour le centre-ville et c'est vrai pour le quartier Louis. Parlons du centre-ville. Marion Le Maire, ce matin, se plaint des services d'attrier
Atrium, qui est l'agence régionale qui doit normalement revitaliser les commerces. Et il dit qu'Atrium représente mal le centre-ville, notamment au marché de Cannes, le fameux MAPIC, le marché immobilier. Et elle dit qu'elle ne veut plus utiliser les services d'Atrium. Elle fait ce qu'elle veut. De toute façon, elle fait ce qu'elle veut. Mais moi, j'en ai assez de cette destruction massive de l'outil régional. La ville de Bruxelles et Madame le maire doivent comprendre qu'elle n'est qu'un pouvoir subordonné par rapport à la région. Si la région veut dépenser de l'argent à se passer des services d'Atrium, qui est reconnu par tout le monde de l'immobilier, sauf par Madame le maire. Et j'en ai aussi assez de voir le MR bruxellois attaquer systématiquement ce gouvernement pour masquer leurs propres erreurs, notamment par cette mise en place d'un piétonnier qui n'a été concerté avec personne. Alors nous, région, on veut être positif, on est prêt à apporter notre soutien pour quand même faire réussir cette opération du piétonnier. Ils n'en veulent pas, mais qu'ils ne reportent pas leurs propres erreurs sur la région et sur Atrium en particulier. C'est quand même difficile quand une commune comme la ville de Bruxelles, qui est la plus grosse commune, dit je vais me passer des services du service régional, dont c'est le boulot. Mais c'est leur responsabilité et les citoyens jugeront si ils estiment légitime de créer un instrument à côté d'Atrium financé par les pouvoirs publics et donc par le citoyen. Ce gaspillage d'argent, c'est la responsabilité de la majorité de la ville de Bruxelles de faire cela. Et moi, je ne vais pas aller courir derrière le MR bruxellois. Je pense qu'ils ont fait suffisamment de dégâts en n'ayant aucune politique anticipative commerciale et en imposant un certain nombre de schémas commerciaux qui, il faut bien le reconnaître, a fait quand même couler beaucoup d'encre. Vous attaquez le MR bruxellois ou vous attaquez la majorité à la ville de Bruxelles? Mais j'attaque Madame le maire qui est chefine du commerce et que je sache l'impact du piétonnier, c'est essentiellement sous les commerces. Alors moi, je respecte leur choix. Ils ont pris le piétonnier, ils ont fait le choix de ce piétonnier. Je leur ai dit, nous sommes prêts, nous régions, à apporter notre expertise pour vous aider à faire de ce qui était quand même un projet très discuté et très controversé, nous sommes prêts à en faire une réussite en apportant nos atouts. Ils n'en veulent pas, c'est leur responsabilité. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucune réunion pour l'instant entre Atrium et la ville de Bruxelles pour essayer d'améliorer le piétonnier? Comment voulez-vous avoir des réunions lorsque systématiquement, par presse interposée, on se livre à la surenchère verbale? Alors moi j'arrête, je ne perds plus mon temps. Que la ville de Bruxelles se débrouille, mais je dis aussi que nous n'allons plus accepter systématiquement que la ville prenne des initiatives qui ont des conséquences sur toute la région. À la région, nous sommes responsables de toute la région, en ce compris de la ville de Bruxelles. Et il faut qu'ils comprennent qu'ils sont un pouvoir subordonné par rapport à la région. Alors hier, le gouvernement au niveau bruxellois a décidé de booster la formation et a décidé de mettre 12,5 millions sur la table pour atteindre notamment en 2020 un objectif assez ambitieux, c'est de faire 20 000 formations, soit à peu près un petit quart des sans-emploi actuels. Ce boost qui va être sur plusieurs années, est-ce que vous le pensez suffisant? Mais voilà d'ailleurs un sujet qui mérite beaucoup plus que la médiocrité des propos qui ont été balancés par les chefines du commerce. C'est un véritable enjeu en région bruxelloise, le problème de la qualification. Et donc, ma volonté, la volonté de tout le gouvernement, c'est de mettre plus de moyens dans la formation. Il faut mieux qualifier. Il faut des formations qui mènent à l'emploi. Il faut qualifier plus de Bruxellois, car c'est là le déficit. Nos jeunes, nos demandeurs d'emploi, s'ils ne trouvent pas d'emploi, c'est pas par un manque de motivation. Il y en a sans doute certains, mais c'est surtout parce qu'il y a un manque de qualification. Donc, c'est l'enjeu essentiel. C'est l'enjeu autour duquel tous les politiques devraient se réunir, et c'est en tout cas la volonté. Ce plan de formation a réuni les partenaires francophones et néerlandophones. Bruxelles Formation, VDAB, Sintra. Nous avons réuni l'ensemble des acteurs économiques qui sont présents, puisque ce plan a été négocié avec les partenaires sociaux, le monde économique, les syndicats, et bien entendu les opérateurs publics de formation. Donc c'est le plan de tous ceux qui ont un rôle à jouer en matière de formation. Si nous ne réussissons pas ça, c'est le projet bruxellois qui échouera. Parce que vous devez savoir que dans quelques années, nous devrons être autonomes. Nous ne pourrons jamais être autonomes si nous continuons à
avoir un chômage de masse comme celui que nous connaissons. Et pour ne pas avoir ce chômage de masse, il faut remettre des Bruxellois au travail, il faut les qualifier. Je suis d'accord avec vous, je crois que tout le monde sera d'accord avec vous, mais est-ce que 20 000 formations, est-ce que ça suffit? Alors c'est 20 000 par an, de sans-emploi. C'est 20 000 demandeurs d'emploi qui doivent être formés. C'est beaucoup, 20 000. Hein, et donc, si on arrive à ce résultat-là, et si, je dirais, il devait y avoir à due concurrence une diminution du chômage, nous serions exactement dans les moyennes européennes. Alors, prenons quelques exemples de ce qu'on peut faire, de manière assez précise. Il y a la formation en alternance, par exemple. Comment est-ce qu'on peut faire qu'il y ait davantage de formation en alternance? Est-ce que c'est du côté des entreprises qu'on manque de ces formations ou du côté des étudiants? Alors, d'une part, du côté des entreprises, donc nous allons d'ailleurs prochainement adopter une mesure qui vise à financer des entreprises qui acceptent des jeunes en formation au sein de leurs entreprises, parce que ça représente un coût. Mais c'est aussi du côté des jeunes. C'est dur, l'alternance. Un jeune qui a 15 ans entre en alternance, par exemple en boulangerie, il doit savoir qu'il va devoir se lever au milieu de la nuit pour aller travailler. Et donc le rythme scolaire est tout à fait différent. Donc c'est très exigeant. C'est la raison pour laquelle on a décidé, dans ce plan de formation, d'accroître l'accompagnement de ces jeunes pour les aider dans ces moments difficiles. 3 années d'alternance, c'est long, mais en même temps, c'est dire aux jeunes, tous ceux qui font l'alternance, c'est un passeport pour l'emploi. C'est un passeport pour l'emploi. Un jeune qui a été formé dans nos restaurants, dans nos boulangeries, dans nos garages, eh bien, ces jeunes-là, après 3 ans, ils trouvent un emploi. Et donc, convaincre les entreprises, c'est juste une question d'argent ou c'est aussi une question d'encadrement, souvent? C'est une question de mentalité. Nous n'avons pas la mentalité allemande qui est que les entreprises ont naturellement en Allemagne le rôle, s'investissent dans le rôle de la formation. Donc on doit convaincre les patrons que c'est intéressant d'aller former des jeunes parce que ce seront peut-être leurs travailleurs de demain. Il y a une fidélisation et une qualification qui se crée. Mais aussi c'est un problème financier. Ça coûte de l'argent à l'entreprise et donc les pouvoirs publics doivent entendre cela. C'est quand j'ai repris la formation, pour avoir un jeune en entreprise, l'entreprise devait payer un droit de dossier. Donc, il fallait payer pour demander qu'un jeune vienne dans son entreprise. C'est absurde, évidemment. Donc, j'ai déjà supprimé ces frais de dossier qui étaient presque une sanction à l'égard de l'entrepreneur. Mais ce n'est pas une sanction. Moi, je bénis les entreprises qui acceptent de prendre des jeunes en leur sein parce qu'ils leur donnent un passeport pour l'emploi. Alors, un autre barrage à l'emploi, c'est parfois la compétence pour laquelle on n'a pas de titre. Et donc, là aussi, l'idée d'aller plus loin. Alors là, c'est assez novateur. Il y a toute une série de demandeurs d'emploi. Il y en a à peu près 40 000 qui disent avoir une compétence, mais qui n'ont jamais de diplôme, parce qu'ils viennent de l'étranger, d'ailleurs, etc., ou qu'ils ont appris sur le tas. Et aujourd'hui, ils restent dans une masse de non-qualifiés, alors qu'ils ont des qualifications. Et l'idée, c'est d'aller devant les secteurs économiques, le secteur de bouche, le secteur de la construction, de la mécanique, etc., et de faire valider leurs compétences. Si effectivement, comme ils le disent, ils sont des bons plafonneurs, ils sont des mécaniciens, ils sont des bons boulangers, eh bien, on ne leur demandera plus de passer des jurys centrales, de retourner à l'école, on leur donnera le titre. C'est-à-dire qu'on leur redonnera une qualification, une certification, un diplôme qu'ils pourront monnayer sur le marché du travail. Aujourd'hui, c'est du déclaratif, ils n'ont pas de diplôme et ils disent « oui, j'ai une expérience », mais ils n'en ont pas la preuve. Et c'est difficile d'avoir un job quand on n'a pas de diplôme? C'est quasi impossible, c'est normal. L'entrepreneur, il demande, bien entendu, de la qualification, mais il veut avoir des titres, il veut être sûr qu'on a validé cette compétence. Et le titre, le diplôme, en principe, est un outil de validation. Eh bien, ici, on va contourner cet obstacle, et j'espère, en tout cas, c'est un travail de profondeur, du côté d'Actiris, d'aller rechercher tous ces demandeurs d'emploi qui sont dans cette masse informe dite de non-qualification, pour aller les guider vers la validation des compétences. Une petite question pour terminer notre interview, plus politique. Dans les derniers sondages, Défi fait au mieux du surplace et n'arrive pas à percer en Wallonie. Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas en Wallonie? Mais c'est sans doute parce que nous avons un discours qui n'est pas facile à dire. Hein. Nous sommes les seuls à dire qu'il faut maintenir une unité entre la Wallonie et Bruxelles. Nous sommes les seuls à dire qu'il faut arrêter de découper à l'infini ce pays. Nous sommes les seuls à dire que c'est dans la solidarité qu'on va se sauver et pas en se repliant sur soi. Ce discours est minoritaire. Oh, mais oui, mais tant le MR que le PS
PS ou d'autres sont ambigus sur ce sujet. Nous, on dit, vous, Wallons, et nous, Bruxellois, il faut qu'on reste unis. On le voit bien par rapport à la Flandre qui veut chaque jour en plus, se diviser ou se séparer ou sortir de l'entité belge. Merci Didier Gauzoin. Demain, je recevrai Marie-Martine Schins. Bonne journée et bonne soirée.